Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles. C'est un épisode de podcast que j'enregistre après 2 semaines de vacances et déplacements, notamment pour mon activité doTERRA. Et j'ai eu la joie de rencontrer plein de gens, notamment des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'accompagnement. Disons que je suis sortie de ma bulle relationnelle et je me suis rendu compte à quel point mes habitudes et les choix de vie que j'avais faits étaient singuliers. Et du coup, ça m'a fait tilt et je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'enregistrer cet épisode auquel je pense depuis longtemps, où ça va vraiment être un épisode complètement lifestyle et je vais vous partager ce que j'ai arrêté de faire en fait dans ma vie, sur mon chemin, sur mon parcours des 7 dernières années. Et puis ça me permet aussi de remercier toutes les personnes avec qui j'ai échangé justement ces dernières semaines, qui m'ont rencontrée avant ma transition professionnelle, donc en 2018, 2019, 2017, et qui m'ont dit qu'elles avaient été très très impressionnées par mon parcours. Alors déjà, je les remercie. Personnellement, je sens que c'est pas... je vois pas mon parcours comme un parcours miraculeux. Néanmoins, c'est un parcours dans lequel je me suis engagée à 200%, c'est certain. Et où aussi, c'est certain, j'ai fait des choix très audacieux et très radicaux que peu de gens s'autorisent à prendre, à faire aujourd'hui. Donc voilà, cet épisode, c'est pur lifestyle. C'est pas du tout dans une vocation de vous dire que j'ai eu raison ou que j'ai encore raison de faire ces choix. C'est simplement pour peut-être inspirer. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je propose, c'est très bien ok aussi. Et pas besoin d'en débattre en MP sur les réseaux sociaux. Juste voilà, un pur partage. Moi, je remercie les personnes qui ont partagé aussi les choix radicaux qu'elles ont pu faire pour m'inspirer à m'autoriser à en faire de même, parce que dans mon entourage proche, je n'avais pas de personnes qui osaient faire des choix souverains de la sorte. Et donc vraiment, cet épisode est dédié à la souveraineté dans tous les domaines de notre vie. Et vous savez à quel point ce terme m'obsède, parce que il résonne énormément en moi depuis très très longtemps, de par forcément mon profil de Human Design, qui est le profil du manifestor, qui est vraiment l'énergie de la souveraineté. Et puis de par ce qu'on a traversé collectivement depuis 2020, où moi je me suis vraiment connectée à un très haut niveau de souveraineté. Et pour moi, l'entrepreneuriat, vous le savez aussi, c'est une voie de souveraineté. Donc c'est parti pour cet épisode. Toutes les choses que j'ai arrêté de faire ces 7 dernières années, le mode d'emploi de la souveraineté dans tous les domaines de la vie. Ou en tout cas de là où j'en suis aujourd'hui. Et de ce que j'ai réussi aussi à me rendre compte en fait que j'avais mis en place, parce que forcément quand on met en place des habitudes depuis très très longtemps, on ne se rend plus compte qu'on les a, et c'est quand on sort de notre bulle qu'on se rend compte que le monde fonctionne peut-être différemment, ou certaines personnes ne sont pas habituées à fonctionner comme ça. Donc la première chose, et ça je m'en suis rappelée directement hier, puisque voilà, j'ai été en terrasse avec d'autres personnes, et puis en fait j'ai été la seule personne à ne pas boire d'alcool. Donc première chose, ça a été d'arrêter l'alcool. Moi, j'ai grandi en Bretagne, je remercie mes ancêtres, et notamment dans ma famille, où il y a vraiment une joie de la fête, de la célébration en groupe, en famille, entre amis, ça s'est toujours fait avec de l'alcool, de façon très joyeuse. Et j'avais, on peut dire aussi, cette joie de célébrer avec l'alcool, en tombant très vite amoureuse du bon vin à Bordeaux quand j'ai fait mes études. Et puis, c'est en 2017, quand j'ai passé, on va dire plusieurs mois au début de mon activité à Lyon, quand j'étais encore avocate, où on sortait beaucoup avec mes collègues, et puis j'en profitais pour networker énormément avec des personnes que je connaissais de ma vie d'avant, qui vivaient à Lyon, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et donc je me suis rendu compte en fait qu'en quelques semaines, avec les beaux jours et les after-work et tout ça, et les dîners entre amis, et en fait je buvais beaucoup. Et donc, ça a commencé d'abord par un été où je me suis dit, je vais faire au moins 1 mois et demi sans alcool. Puis ensuite, j'ai eu des graves problèmes de santé que j'expose dans l'épisode, je crois, numéro 4 de ce podcast. Enfin, des graves problèmes de santé, en tout cas, des problèmes de santé où j'ai choisi de m'auto-soigner du papillomavirus, d'un papillomavirus très agressif. Du coup, j'ai fait des choix très souverains en matière d'alimentation et de nourriture. Et j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter immédiatement l'alcool, et je n'ai quasiment plus jamais repris. Alors je ne m'interdis pas de prendre un verre ou deux comme ça dans l'année quand j'ai envie de célébrer, de partager un bon moment avec quelqu'un, ou voilà, ou quand j'ai juste envie de me connecter à cette vibration, hein, parce que l'alcool, en tout cas le vin,
et l'alcool, c'est le monde des spiritueux et à la base, à son sens sacré, c'était, une façon de se connecter au divin, le vin. Alors attention, comme beaucoup de choses aujourd'hui, tout a été, renversé, retourné et la plupart des choses que l'on boit ne permettent pas du tout de se connecter au divin, mais plutôt à l'ombre. Néanmoins, j'ai tout à fait conscience et j'ai déjà expérimenté le fait de quand on se connecte avec le cœur à une intention pure, heu et quand on consomme par exemple un verre de vin avec des personnes qui ont aussi cette capacité à soutenir vibratoirement une vibration du cœur, et ben on peut vivre une expérience d'état de conscience modifié au sens de on se reconnecte à l'amour. Donc peut-être que vous aussi, vous avez déjà fait cette expérience. Quand vous buvez, vous avez l'impression que tout le monde est amour et vous trouvez tout extrêmement beau. Voilà, ça, pour moi, c'est une forme une forme d'état modifié de conscience que peuvent nous permettre le vin, en tout cas notamment, je trouve, parce que c'est ce qui me semble le plus pur quand on le choisit bien. Mais voilà, en tout cas, aparté, en dehors de ça, et c'est pour vous montrer aussi que cet épisode de podcast n'a pas pour vocation à être noir ou blanc. En tout cas, j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis 2018, sauf très occasionnellement. Pourquoi? Parce que ça déglingue beaucoup de choses dans le corps, notamment le système hormonal de la femme qui est très fragile. Ça vient accroître l'inflammation et pour moi, ça reste une forme d'addiction, notamment pour toutes les personnes qui boivent régulièrement. En général, c'est signe qu'on souhaite éviter quelque chose dans notre vie. Et donc, ben moi, de par tout le parcours de développement personnel que j'ai, je préfère aller voir directement ce qui me pose problème pour le transmuter que chercher à me cacher de ça avec l'alcool. Mais parce que aussi, j'ai une capacité intérieure à le faire. Hein. C'est sans jugement ce que je dis parce que je sais que les addictions, elles viennent quand on n'a pas la capacité de gérer ce qui se passe pour nous. On vit un trauma en général. Voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, alors ça c'est un déclic que j'ai très très souvent parce que énormément de gens sont dedans. Et j'ai de nouveau eu un déclic aujourd'hui vu que j'accompagne énormément de gens à se débarrasser du sucre ou en tout cas à se libérer de l'addiction au sucre avec mon activité de conseil en santé naturelle avec doTERRA. C'est que en même temps que j'ai décidé d'arrêter l'alcool en 2018, j'ai aussi décidé d'arrêter le sucre. Alors le sucre, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur que d'arrêter l'alcool et ça s'est fait, on va dire, plutôt sur 2 ans. Et c'est grâce à une cure avec doTERRA en 2020 que j'ai vraiment ressenti dans mon corps le switch et que j'avais plus du tout envie de sucre dans ma vie. Donc je dis pas que je ne consomme pas de sucre, déjà je consomme des fruits. Et puis je consomme aussi le petit carré de chocolat même s'il est à 90%. Donc voilà. Mais par contre, s'il y a un dîner, en général, moi j'ai pas envie du dessert. Si on va dans une grande pâtisserie, en général ça me fait pas trop envie. Parce que j'ai vraiment, vraiment dépassé cette addiction au sucre qu'énormément de gens ont. Et même chose, c'est ok, c'est sans jugement. Par contre, c'est extrêmement libérateur en termes de santé, en termes de clarté mentale, en termes de bon fonctionnement du corps. Je vais pas ici vous faire un cours de naturopathie. Néanmoins, c'est miraculeux ce qui peut se passer dans le corps quand on se libère de l'addiction au sucre, que ce soit en termes vraiment de santé mentale et de santé physique. Voilà, ensuite, l'autre chose que j'ai vraiment pris soin de mettre en place, notamment ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est toujours en lien un peu avec l'alimentation, c'est que maintenant je fais très attention à ne plus jamais manger après le coucher du soleil. Donc en hiver, ça nécessite une certaine discipline, mais du coup, comme je peux organiser mon agenda comme je veux, je mange en général entre 17 et 18 heures en hiver. Et puis l'été, je me laisse un peu plus de marge. Mais en tout cas, je fais très attention à ne pas manger après le coucher du soleil parce que, à nouveau, hormonalement, c'est très très mauvais. Je vous laisse faire vos propres recherches si vous êtes intéressés, mais ça vient bouleverser le rythme circadien du corps. Ça affecte la qualité du sommeil. En général, votre digestion est mauvaise, etc. Donc, c'est très contre-productif de manger après le coucher du soleil. Alors, à nouveau, je reste souple avec les règles et s'il y a une soirée, s'il y a un anniversaire, s'il y a un barbecue, je vais m'en remettre que quelques fois dans l'année, je vais manger après le coucher du soleil, ok? Donc c'est plus une habitude dans laquelle j'autorise des exceptions. Ensuite, ce que j'ai arrêté de faire, globalement, c'est de me forcer. Donc, si j'ai pas envie de faire quelque chose, si j'ai pas envie d'aller quelque part, si j'ai envie de dire non à quelque chose ou à quelqu'un, en fait, aujourd'hui, je ne me retiens pas et je le fais. Pourquoi ça c'est possible? Parce que j'ai beaucoup transmuté le people pleaser en moi, donc la part de moi
qui s'était suradapté et qui cherchait toujours à faire plaisir à l'autre, quitte à se trahir soi-même. Donc ça, c'est un chemin que j'ai fait sur le long terme, en thérapie, en coaching, en allant aussi réguler le système nerveux, parce que le fait de dire non nécessite énormément d'énergie au plan physiologique. Et ça nécessite bien sûr de se sentir en sécurité avec soi-même et de ne pas avoir peur que ça affecte la relation. Donc ça implique aussi d'avoir des relations où on est en capacité d'être vrai, d'être soi, et de dire non sans avoir peur de perdre l'autre. Donc globalement, je ne me force pas, et même dans mon activité, si je sens que j'ai pas du tout envie de faire quelque chose, en fait, je sens que c'est juste pas le moment et que probablement l'énergie, le timing divin sera là pour moi pour m'aider à faire cette chose au bon moment. L'autre chose qui a été un grand déclic, donc là je vous ai partagé 4 déclics: arrêter l'alcool, arrêter le sucre, arrêter de manger après le coucher du soleil et arrêter de se forcer. Le 5e déclic, c'est d'arrêter de courir après le temps. Alors ça, je sais que probablement vous allez tous me dire: «Mais comment t'as fait?» Parce que c'est ce que je pensais l'année dernière, ou quand les gens me demandaient: «C'est quoi la chose que tu as vraiment envie de changer dans ta vie?» Donc en 2023, et je répondais: «Avoir plus de temps». Parce que mes 2 activités avaient littéralement explosé en 2023, et j'avais peut-être pas anticipé l'explosion simultanée des 2 activités. Et du coup, ça me demandait, de prendre du recul et de restructurer, ce que j'ai pu faire ces derniers mois, dernières semaines, de restructurer les choses. Mais surtout, en fait, j'ai restructuré en changeant ma relation au temps. Et ça a été de faire un choix très courageux intérieurement, un choix vibratoire, de me reconnecter à la conscience quantique et de me souvenir que tout est abondance et qu'on ne manque jamais de temps. En tout cas, dans une certaine dimension, il n'y a jamais un manque de temps. Et que si je dirige ma vie depuis cet espace, si j'organise mon agenda avec l'aide de l'univers, on pourrait dire, et que surtout, je me libère de la peur du manque, parce que ce qui nous fait souvent courir, c'est quoi? C'est la peur du manque, d'amour ou d'argent, ou voilà, la peur de quelque chose, et souvent aussi l'état de figement fonctionnel. Donc l'état de figement fonctionnel, ça, c'est un peu technique comme terme, mais je vais essayer de vous l'expliquer de façon très simplement. L'état de figement fonctionnel, ça concerne beaucoup de gens aujourd'hui sur Terre. Et c'est l'énergie qui vous fait être tout le temps dans une roue de hamster parce que vous avez accumulé de l'énergie de survie du fait de plusieurs traumas ou des traumas répétitifs, des tout petits traumas répétitifs. Ça peut être quoi, des petits traumas répétitifs? Ça peut être une situation de harcèlement au travail. Donc des toutes petites choses, mais qui vous mettent dans une grande situation d'insécurité sur le moyen et long terme. Une situation de harcèlement dans la famille, ou des traumas comme plus l'imaginaire collectif se fait l'idée, un accident de voiture, un deuil, une séparation. Sachez que les déménagements, c'est aussi classé comme des chocs émotionnels, etc. Donc, en plus, on peut dire qu'avec ce qu'on a vécu dans le collectif depuis 2020, en fait, on a vécu un grand choc traumatique au plan collectif. Donc, clairement, beaucoup de gens sur Terre vivent dans cet état de figement fonctionnel, qui est l'état dans lequel vous êtes un hamster dans une roue et vous ne savez pas comment faire pour descendre de la roue, parce qu'il y a tellement d'énergie de survie dans votre corps, qui est l'énergie, en fait, si on se replace à l'origine de la théorie polyvagale qui permet d'analyser cette notion de figement fonctionnel et tout ce qui est régulation du système nerveux. La théorie polyvagale, elle se base sur l'analyse de la vie des animaux. Et donc, bien sûr, quand il y avait un danger dans la nature, la biche qui se faisait courser par un lion, elle courait. Et en fait, en général, dans le corps des animaux, ils pouvaient continuer de courir un petit peu, même si le lion s'était arrêté. Et puis ensuite, ils ont un mécanisme naturel, les animaux, qui est notamment le fait de se secouer, qu'on voit beaucoup chez les chiens ou les chats qui sont très proches de nous en général. C'est très facile à observer. Quand ils ont un choc, hop, ils se secouent et on voit que leur système nerveux revient à zéro dans ces cas-là. Point zéro. Ils peuvent redevenir calmes 2 secondes après et ils ont totalement oublié ce qui s'est passé. Ou en tout cas, on a l'impression de l'extérieur qu'ils ont totalement oublié ce qui s'est passé. L'humain s'est déconnecté de ça. Et du coup, nous, en fait, l'énergie de la biche qui court, comme on ne se secoue pas, en fait, elle part jamais vraiment. Sauf si on fait un chemin de régulation de son système nerveux, un chemin d'introspection, un chemin de guérison. Donc, c'est un grand aparté pour vous dire que j'ai arrêté de courir après le temps par choix quantique.
en tout cas si je peux dire ça, et aussi par choix somatique, c'est-à-dire que j'ai énormément investi dans le fait de prendre soin de mon corps, de prendre soin de mon système nerveux avec des thérapies plus poussées. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai enregistré il y a environ 2 mois, je crois, sur ce que je fais pour réguler mon système nerveux, qui pourra vous donner un peu des pistes de ce que moi j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, tout ça fait qu'aujourd'hui, je ne cours plus après le temps. Et s'il y a des choses qui sont encore sur ma to-do list et que je suis en retard, eh ben, c'est ok, c'est comme ça. Et je fais confiance au timing divin pour que ce soit fait à un moment, au juste moment pour moi. Mais en tout cas, je ne me force plus, je ne souhaite pas travailler tard le soir, etc. Et je reste à l'écoute de mon corps et de ma santé en priorité. La 6e chose, c'est assez drôle parce que j'ai quand même beaucoup de gratitude pour ce contenu. Néanmoins, je crois que les gens surinvestissent en même temps ce contenu. 6e chose, en tout cas, c'est vraiment pour moi, hein. Je vous le dis, pour vous, ça peut être différent. J'ai arrêté d'espérer qu'un livre change ma vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de mon expérience, ce qui peut changer votre vie, c'est une expérience. Moi, personnellement, des stages de yoga, des stages de coaching, un rendez-vous thérapeutique, etc. Tout ça, ça a pu changer ma vie. Par contre, un livre, bon, en général, je le lis. Potentiellement, quelques mois plus tard, je m'en souviens plus trop. Il y en a certains qui ont pu me marquer, mais ce qui m'a vraiment marqué dans la vie, c'est des expériences. C'est des expériences thérapeutiques, c'est des stages ou des formations, c'est des accompagnements. Ça m'a vraiment transformée. Donc, si vous vous cachez encore derrière le fait d'avoir consommé 500 livres de développement personnel et qu'en fait ça rentre pas et ça change rien dans votre vie, c'est que vous avez vraiment besoin d'aide. Et si vous avez vraiment besoin d'aide, ben, je crois que c'est le moment de demander de l'aide. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, mais je vois beaucoup de gens qui restent dans le mental avec les livres. Et je crois qu'à un moment, il faut revenir dans le corps et que de toute façon, là, on n'a plus le choix. En 2024, on est vraiment invité à prendre soin de notre corps. C'est écrit dans les prophéties védiques, donc les maîtres d'Ayurveda qui ont canalisé des infos sur la ligne de temps sur Terre, ou en tout cas sur ce qui allait se passer dans le futur. On a vraiment reçu des messages qui disent que à cette époque de l'humanité, à partir de 1970 à peu près, on aurait un système nerveux qui serait vraiment mis à l'épreuve. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vraiment prendre soin de votre corps, vraiment vous écouter, vraiment vous respecter et vraiment avoir des outils pour vous aider. Donc pour certaines personnes, ça va être le yoga et les pranayama. Pour d'autres, ça va être le breathwork. Pour d'autres, ça va être le pilate, l'aromathérapie, la nature, les langages de lumière. Voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont nés pour nous aider, la sophrologie, l'hypnose, etc. Et ce qui est important, c'est que vous en choisissiez peut-être un ou deux et que vous soyez en capacité de vous offrir cet outil en autonomie. Voilà, ce serait mon conseil. Donc, arrêtez d'espérer qu'un livre change votre vie. Vous formez à des outils qui seront là pour vous aider, notamment dans la régulation du système nerveux et surtout, vous faire accompagner par quelqu'un qui peut vous aider et en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez en sécurité, parce que ça, c'est vraiment important. Ensuite, alors là, je vais un peu rentrer dans les brancards, mais c'est ok. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 7e déclic. Le 7e déclic, c'est croire en la médecine allopathique comme on croirait en un dieu. La médecine allopathique, c'est très 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 bien. Je trouve ça génial pour tout ce qui est blessures, fractures, opérations complexes, etc. Par contre, personnellement, ce qui a vraiment fait partie de mon parcours de souveraineté, c'est d'assumer que parfois, ce que certains médecins me proposaient comme solution, c'était pas ok pour moi. Et de dire non. Et d'avoir plus confiance parfois en mon corps qu'en un avis médical. Donc pour certaines choses, je crois que la médecine allopathique au sens de scientifique, comme elle est née il y a 500 ans à peu près en Europe, ben, en fait, elle a un peu de retard sur la médecine chinoise, qui date d'il y a plus de 5000 ans, sur la médecine ayurvédique, qui date, je crois que c'est plutôt 4000 ans. Donc voilà, juste remettre un peu l'église au milieu du village et remercier tout le corps médical, toutes les personnes qui sont au service des gens malades, des personnes âgées, etc. Vraiment une immense gratitude. Par contre, pour certaines choses, pour certains problèmes de santé, ce sont des personnes qui n'ont tout simplement pas le temps pour se former à des nouvelles méthodes, à des nouvelles compréhensions du fonctionnement humain
lié aussi à l'intensité de ce qu'on vit, des vies très intenses où on est très très sollicité, où il y a une instantanéité de l'information, etc. Et aujourd'hui, probablement, vous pourrez être mieux accompagné par certaines personnes qui seront des médecins qu'on pourrait dire alternatifs, comme des naturopathes par exemple, etc., sur des problèmes de santé ciblés. Donc là-dessus, je vous invite à vraiment être ouvert, à écouter votre corps et à toujours prendre plusieurs avis, que ce soit des vrais avis médicaux de médecins, voilà, de vrais médecins, et de professionnels du bien-être pour vous faire votre propre opinion en matière de ce qui est juste en matière de santé et si possible, parce que moi en fait c'est ce que je visionne et ce qui est déjà là en fait, et on a beaucoup de chance de vivre cette période sur Terre, c'est l'union de ces deux médecines. Donc de plus en plus, par exemple, l'aromathérapie est utilisée dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, l'hypnothérapie, etc. Donc on a une immense chance de vivre ça et je pense que notre mission aujourd'hui, c'est de commencer à réunir ces deux mondes pour qu'ils se regardent et qu'ils deviennent de plus en plus complémentaires et qu'on puisse avoir le luxe, parce que c'est vraiment un luxe, de bénéficier des vertus des deux. Voilà. Déclic numéro 8, ou en tout cas habitude numéro 8 que j'ai mis en place, et ça c'était en 2017. J'ai arrêté de suivre les médias, mais totalement en fait, petit à petit, totalement. C'est-à-dire que je n'écoute pas la télé, je n'ai pas de télé, je n'écoute pas la radio, je ne suis aucun média sur les réseaux sociaux, je ne suis abonnée à aucune newsletter d'actualité. Et donc, je suis, on pourrait dire en quelque sorte, totalement déconnectée de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi j'ai fait ce choix? Je l'ai d'abord fait de façon assez radicale en 2017, puis peut-être qu'au fur et à mesure, j'ai un petit peu amplifié ce choix. Parce que j'ai lu un jour une statistique qui est très très intéressante, qui dit qu'on a, je crois, 70 à 90% de plus de faire une dépression quand on suit l'actualité. Tout simplement. Alors bien sûr, ça c'est pas un hasard et même chose, on peut tous faire la part des choses entre des journalistes qui sont, vraiment au service, du monde et de l'humanité et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même, beaucoup de médias qui sont, détenus par des grands groupes dont l'intérêt n'est pas forcément l'éveil de l'humanité et donc voilà, moi personnellement, ma vie est beaucoup plus confortable en ayant arrêté de suivre la télé, la radio et les médias et je fais confiance à mon entourage pour me prévenir s'il y a quelque chose d'important, ou en tout cas, je fais confiance à la vie. Et ça, je peux vous dire que ça a été un grand, grand game changer parce que on pourrait aussi chercher des statistiques. Je crois que c'est pareil, c'est autour de 80% de ce qui est partagé dans les médias, c'est des mauvaises nouvelles. Et donc, quel est l'intérêt? Parce que en fait, ce qu'on veut, c'est se concentrer plutôt sur les bonnes nouvelles et il y en a beaucoup aujourd'hui sur Terre. C'est juste que aucune des initiatives que peut-être, vous avez créées ou peut-être que moi j'ai créées ou d'autres personnes, en fait, rien de tout ça n'est médiatisé ou c'est très rarement médiatisé ou par des médias très locaux. Et donc en fait, le monde se concentre sur, toutes les guerres qui se passent dans le monde, tous les problèmes dans le monde. Alors que personnellement, ce que je ressens dans mon corps, c'est que probablement ce genre de choses, il y en avait encore plus il y a des dizaines ou des centaines d'années. Mais qu'aujourd'hui, l'effet des médias fait que c'est amplifié. Donc moi, je ne crois pas du tout à un discours catastrophiste où il y a beaucoup plus de difficultés sur Terre qu'avant. Alors peut-être en enlevant certaines parenthèses de l'histoire du monde. En tout cas, si j'ai un conseil de santé mentale, c'est déconnecter le plus possible des médias. Ça, c'était le conseil numéro 8. Le conseil numéro 9, alors ça, c'est quelque chose que j'implémente dans ma vie depuis très très longtemps, mais qui est une évidence pour moi, c'est de manger le plus bio, local, et ce que je fais de plus en plus aujourd'hui aussi, c'est de saison. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, ça va avoir un énorme impact sur votre santé, sur le bon fonctionnement de votre système hormonal, sur votre sommeil, sur votre poids. Donc, manger bio, ça me paraît une évidence. Malheureusement, aujourd'hui, les sols sont extrêmement pollués. Donc, si on peut faire de son mieux pour respecter son corps et respecter la planète et soutenir en plus, en général, des petits producteurs qui ont les mêmes valeurs que nous, pour moi, ça me paraît une évidence. Donc, je suis assez ferme là-dessus. C'est très, très rare que je fasse des exceptions. Et même quand je suis en voyage, en général, je fais en sorte de respecter cette alimentation. Donc, quitte à me préparer quelque chose avant de prendre un train, avant de prendre un avion. Si je sais qu'il n'y aura pas vraiment ce que je trouverais, enfin ce que je souhaite manger sur place.
Et donc local et de saison, ça va vraiment avoir un impact sur votre vitalité, votre santé, le bon fonctionnement de votre corps. Donc ça, pareil, je vous invite à faire vos propres recherches, mais c'est vraiment life changing. Ensuite, ce que je peux vous partager, parce que j'ai encore plein de choses à vous partager en fait, c'est une autre chose que je trouve beaucoup plus difficile humainement à faire, et c'est mon déclic numéro 10, et que je crois que j'ai quand même baissé la jauge de ça significativement, c'est jalouser les autres. En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que peut-être avant, je jalousais des gens. Et en fait, quand je me demande si je veux leur vie, en général, la réponse est non. Donc, en fait, je ne jalouse personne. Par contre, quand j'ai un sentiment de peut-être de me dire « Ah, j'aimerais bien avoir ça que cette personne a dans sa vie », et ben, je me demande ce qui m'empêche de l'avoir. C'est quoi les croyances? C'est quoi les mémoires? C'est quoi les traumas qui m'ont empêché de créer ça dans ma vie? Donc, je le prends juste plutôt comme une inspiration que comme de la jalousie, et je fais vraiment de mon mieux pour me choper quand j'observe une petite once de ah, voilà, parce que c'est humain et j'accepte, hein, j'ai pas du tout prétention à dire que je suis devenue Bouddha, mais voilà, j'ai transmuté et j'ai fait vraiment en sorte de me libérer du sentiment de jalousie, parce que je trouve que c'est vraiment un sentiment qui est pas facile à vivre, et on peut le switcher facilement en se demandant, bah, en fait, qu'est-ce que ça m'inspire de voir ça chez cette personne? Comment je peux créer ça dans ma vie? Et comment je peux la remercier, en fait, de me rendre compte que moi aussi j'ai envie de ça? Déclic numéro 11. Alors, je pense que c'est important de vous le partager, même si ça peut être un peu contradictoire avec ce podcast et son existence, mais c'est OK. J'ai arrêté d'écouter et de consommer toutes les ressources gratuites disponibles sur les internets qui pourraient m'intéresser. On est dans une époque où tout est disponible. Toute l'information est disponible, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, grâce à des podcasts, et cetera. Vous pouvez recevoir énormément d'informations gratuites. Ce qu'on ne dit pas, par contre, c'est que quand vous consommez, une ressource gratuite, vous vous connectez au champ électromagnétique de la personne qui l'a créée. Donc potentiellement, vous pouvez recevoir, à la fois le positif, mais aussi entre guillemets «l'ombre» de ça. Et puis, en fait, si vous faites que consommer des ressources gratuites, vous allez vous perdre énergétiquement. C'est aussi très, très fatigant, en fait, d'écouter tout le temps du contenu gratuit de différentes personnes, et cetera. Alors que si vous revenez à l'intérieur, si vous faites le silence et si vous écoutez votre cœur, vous savez ce que vous devez faire. Ça nécessite un certain niveau de profondeur dans l'écoute intérieure, ça nécessite un certain calme intérieur, ça nécessite de savoir euh, arriver à ce niveau de paix, donc d'avoir un système nerveux qui est régulé pour pouvoir aller dans ce niveau d'intériorité. Par contre, la plupart du temps, vous avez peut-être besoin d'un coach qui vous donne une méthode ou d'une personne qui vous aide à lever les blocages. Par contre, c'est important que vous cultiviez cette autonomie et cette souveraineté intérieure, d'arrêter d'être addict à tout ce qui est gratuit, en fait. Parce que, en général, ce qui est gratuit, c'est jamais totalement gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'était le déclic numéro 11. Déclic numéro 12, qui parlera peut-être un peu plus aux personnes qui sont entrepreneurs du bien-être. J'ai arrêté de me former en continu. Il y a une addiction chez les entrepreneurs et les accompagnants du bien-être, c'est d'être tout le temps en formation. Alors oui, c'est stimulant d'apprendre, oui, ça fait du bien, mais si vous n'arrêtez pas de vous cacher derrière le nouvel outil à la mode plutôt que de vous concentrer sur bien faire fonctionner votre business, vous n'aurez jamais vraiment ce que vous voulez. Donc personnellement, depuis 2 ans, j'ai vraiment ralenti les formations outils qui m'ont beaucoup aidée. Et avant de me former à quelque chose, je me pose vraiment la question de est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin dans mon activité? Parce que sinon, je préfère me concentrer sur ma posture de chef d'entreprise. Voilà. Et ça m'a plutôt bien réussi ces 2 dernières années. Donc pour moi, se former en continu, ça peut être un peu le syndrome du poulet sans tête dont je vous ai déjà parlé, qui est en fait reflet simplement d'une insécurité intérieure et d'un système nerveux qui est incapable de se focus et de se donner des priorités. Et donc, on court partout, on est tout le temps en formation, on a 5 formations en même temps, ou 3, et c'est comme ça tous les ans. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est se concentrer sur notre posture de chef d'entreprise pour que notre business fonctionne. Voilà. Ça, c'était le déclic numéro 12. Déclic numéro 13, c'est dire oui à tout. Donc, dans
la continuité, on va dire, de s'autoriser à dire la vérité, ne plus être people pleaser et poser ses limites, ben, j'ai arrêté de dire oui à tout, vraiment. C'est-à-dire que même quand il y avait des propositions qui me faisaient vraiment plaisir et qui pouvaient m'enthousiasmer, je me suis demandé si ça faisait partie des priorités que je m'étais données dans ma vie cette année-là. Et souvent, la réponse est non. Et du coup, j'ose dire non dans ces cas-là. Donc, j'ai arrêté de dire oui à tout, à toutes les invitations, même ce qui me faisait plaisir, pour me concentrer sur ce qui était vraiment important pour moi et pour la vision de ce que j'avais pour ma vie. Alors, je vous partage ça aussi toujours dans le prisme du Human Design. Moi, je rappelle que je suis manifesteur, donc c'est vraiment un mode énergétique très très particulier. Peut-être que chez un générateur, ça sera plus facile d'accepter les invitations. Néanmoins, voilà, je vous laisse mettre avec ça. Dire oui uniquement quand c'est 100% oui ou 200% oui, et sinon, on dit non. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Déclic numéro 14. J'ai arrêté d'adapter mon agenda aux priorités des autres. C'est-à-dire que je suis très claire sur mon agenda. Il est souvent le même, en fait. Je sais quel jour je fais quoi. Et du coup, ça me permet d'arrêter de me suradapter aux priorités des autres, aux personnes qui me demandent des rendez-vous à n'importe quel moment, en fait. Je suis dispo seulement à certains créneaux pour des appels et le reste, c'est pour moi, c'est pour prendre soin de moi, c'est pour travailler sur mon business ou sur ma posture de chef d'entreprise. Mais j'ai des temps où je peux prendre du recul toutes les semaines sur mon activité. Je peux créer, je peux enregistrer des vidéos, je peux créer des podcasts. Et ça, c'est possible que si j'ai fait de la place dans mon agenda et si je ne me suis pas suradaptée aux demandes de l'extérieur. Déclic numéro 15, j'ai arrêté de suivre des milliers de personnes sur Instagram. À chaque fois, quand les personnes découvrent mon profil, elles me disent « Ah, tu suis très peu de gens sur les réseaux sociaux ». Et oui, je suis très peu de gens sur les réseaux sociaux parce que sinon, je me sens noyée par l'intensité, par le fonctionnement des gens, par leur stratégie business, par leur business model. Alors, c'est aussi lié à nouveau en Human Design, si en tout cas vous connaissez cet outil. Moi, j'ai les deux centres du haut, donc Ajna et la tête, qui sont complètement ouverts. Et du coup... je suis hyper perméable à ce qui peut se passer autour de moi. Du coup, le fait d'avoir suivre très peu de personnes sur les réseaux sociaux, ça me permet de rester concentrée à qui je suis, ce que je veux créer, à mon énergie, et c'est OK pour moi. Donc voilà, ça nécessite aussi d'être très clair sur les limites qu'on veut poser dans sa vie. Mais moi, ça m'a énormément aidée et en général, je suis autour de 50 personnes sur Instagram et c'est génial. Ça m'évite de passer des heures à scroller. Et je suis vraiment que des personnes qui m'inspirent énormément. Ensuite, déclic numéro 16, qui est important pour moi de vous partager, c'est d'arrêter de donner mon pouvoir à des médiums ou des astrologues. J'adore l'énergétique, je pratique moi-même des lectures d'aura, j'adore l'astrologie, et comme j'adore l'human design. Par contre, je ramène toujours les gens dans leur souveraineté et je trouve que quand il y a un aspect prédictif, quand quelqu'un vous dit « il va se passer ça dans votre vie », ce que moi je ne fais jamais en fait, je donne peut-être des tendances ou voilà, des vibrations que je ressens à un instant T, mais je dis jamais il va se passer ça dans ta vie à tel moment. Enfin, il n'y a jamais de caractère prédictif dans ce que je fais. Et je trouve que ça peut être très très dangereux en fait, parce que ça crée des attentes, ça active l'ego. Alors que sincèrement, moi, dans ma compréhension du monde aujourd'hui, ce qui est écrit en fait dans votre chemin de vie. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est écrit, donc en fait, il n'y a pas besoin de le savoir, il n'y a pas besoin de l'anticiper, il n'y a pas besoin de mettre de l'attente dessus. Et si on vous a programmé dans le fait que quelque chose va se passer, vous allez avoir tellement d'attentes que ça ne va pas se passer. Donc voilà, faites très attention quand vous faites appel à des médiums, des astrologues, etc. Parce que ça peut vraiment venir activer l'ego, le mental. Et donc ce que je vous invite comme, je dirais, perspective aujourd'hui, c'est de vous connecter à vos sens, à votre intuition intérieure et à devenir votre propre guide, en tout cas autant que possible. Alors c'est une gymnastique intérieure, ça nécessite de purifier son corps, comme je vous ai proposé de faire au début de l'épisode. Ça nécessite d'être très connecté à son human design, ça nécessite d'élever sa vibration aussi, pourquoi pas avec les langages de lumière, etc. Enfin, avec certains outils. Moi, le yoga Kundalini, ça m'aide énormément aussi pour ça, pour changer de vibration et du coup ouvrir potentiellement mes capacités intuitives qui se développent chaque jour plus. En tout cas, le chemin que je sens qui est juste pour moi aujourd'hui, en 2024, c'est devenir souveraine aussi à ce niveau-là et de ne pas donner mon pouvoir à quelqu'un de ce qui va me dire qu'il va se passer dans ma vie. Ok ? Déclic numéro 17, et ensuite il en restera plus qu'un, le numéro 18. Déclic numéro 17,
Alors ça me semblait important d'en parler et c'est drôle parce que la vie m'a invitée aussi à en parler. Je crois que, j'ai eu des signes de parler de ça au moins 2-3 fois depuis 15 jours. C'est de ne pas idéaliser votre mentor. Alors c'est quelque chose que je dis très, très souvent aux personnes qui collaborent avec moi dans doTERRA, mais s'il vous plaît, je ne suis pas parfaite. N'attendez pas à ce que je sois parfaite. Je suis pleine d'imperfections, et je ne souhaite surtout pas être idéalisée. Et donc, si vous écoutez ce podcast, je vous dis exactement la même chose. Je suis totalement imparfaite, et c'est OK pour moi. Et je souhaite pas être idéalisée. Peut-être si comme dans l'intention de ce podcast, si je peux inspirer. Par contre, je souhaite pas du tout être mise sur un piédestal et je souhaite pas qu'on m'idéalise parce qu'en général, quand on est idéalisé, il y a le revers du bâton qui est que les gens vont vous descendre de votre piédestal et ça va être extrêmement violent. Donc, moi, je souhaite être d'égal à égal avec tout le monde et je m'inspire autant des gens que je rencontre que de ce que je peux les inspirer. Et donc, je remercie chaque personne que j'ai croisée pour ça. Merci à tous. Et donc, voilà. Si vous idéalisez quelqu'un dans votre vie, posez-vous la question pourquoi. Inspirez-vous de ce qui vous inspire chez cette personne. Mais par contre, ramenez-la sur le plancher des vaches comme vous, parce que à nouveau, cette personne a priori n'est pas Bouddha ni Jésus-Christ. Et donc, c'est une personne comme vous. Donc, pas besoin de l'idéaliser. Et puis, le déclic numéro 18, c'est attendre que le monde change pour changer. Et ça, je crois... Alors, moi, ça me parle pas forcément parce que j'ai beaucoup d'autonomie intérieure aussi par mon human design et donc c'est très facile pour moi de me mettre en mouvement vers quelque chose de nouveau. Par contre, je sais que peut-être beaucoup de gens peuvent parfois être désespérés par ce qui se passe dans le monde et se dire vivement que ça change. Mais par contre, ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Alors, ça veut pas dire, attention, hein, quand je dis ça, ça veut surtout pas dire de se mettre dans une posture de sauveur et de se dire c'est bon, moi, je vais, je sais pas, donner tout mon argent à des associations pour sauver le monde, ce qui est génial, hein. Moi, je contribue aussi à des associations via mes différentes activités professionnelles et je suis toujours très, très émue de comment l'argent est réinvesti auprès d'enfants, auprès d'animaux, etc. Par contre, je le fais depuis un espace où je sais que ça a un impact juste et je suis en paix avec l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça peut être difficile à comprendre, mais il y a une phrase... il y a une phrase très belle qu'une personne que j'ai rencontrée m'a dit: «Le monde dans lequel on est aujourd'hui, il n'a pas besoin d'être changé, il a juste besoin d'être aimé». Et ça a été un grand, grand déclic pour moi. La force de l'acceptation et de se dire: j'ai pas besoin d'attendre que le monde change, j'ai besoin d'accepter comment il est aujourd'hui et par contre, j'ai besoin de me changer moi. Donc moi, je reviens toujours à moi et quelle posture je peux avoir pour que les choses changent, sans attendre à sans m'attendre à devoir sauver l'autre ou sauver quelqu'un ou sauver la planète ou sauver quelque chose. Juste, déjà m'occuper de moi et c'est pas mal. Et ça me paraît une bonne clôture de cet épisode qui est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Et c'est OK. Et j'ai envie de vous dire qu'en clôture de cet épisode, je vous donne une invitation parce que j'ai prévu cet été de vous enregistrer une série d'épisodes sur les prophéties du Nouveau Monde. Et cette clôture d'épisode qui parle beaucoup de souveraineté